La découverte de Çatalhöyük. Enfouis sous les sables du temps, au cœur de l'Anatolie, se dressent les vestiges d'un monde oublié. Le site de Çatalhöyük, une cité néolithique enveloppée de mystères, un joyau de l'histoire humaine, remet en question tout ce que nous croyons savoir sur les premières civilisations. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil dans les abysses du temps qui dévoilent une partie de secrets cachés sous des couches millénaires. Des réalisations artistiques stupéfiantes aux énigmes qui hantent encore les esprits des chercheurs. Çatalhöyük est un labyrinthe de découvertes. Ces vestiges résonnent des échos d'une société jadis florissante, défiant les lois de l'urbanisme et de l'organisation sociale, telles que nous les concevons aujourd'hui. Préparez-vous à une aventure dans laquelle chaque tournant révèle une nouvelle page de notre passé ancestral et où chaque découverte bouleverse nos conceptions. Prête pour cette odyssée extraordinaire où nous allons explorer ensemble les secrets enfouis, les réalisations inouïes et les énigmes non résolues de Çatalhöyük. Pour un complément d'information et un possible décryptage des mystères de cette civilisation perdue dans les méandres de l'histoire, je vous invite à lire l'article « Çatalhöyük, la violence et le sacré », dont le lien se trouve en description. Notre voyage dans le temps commence en 1951 avec un homme, James Mellart, dont la curiosité et la persévérance allèrent changer le cours de l'archéologie. Un jeune explorateur britannique, Mellart, était animé par une passion dévorante pour les mystères du passé. Ses pas le menèrent en Anatolie, où, parmi les vallées et les collines de la Turquie moderne, il fit une découverte qui allait ébranler le monde scientifique. Stimulé par des récits de paysans locaux sur d'étranges formations dans le paysage, Mellart, intrépide et déterminé, se lança dans une expédition qui allait révéler une véritable capsule temporelle. Çatalhöyük. Cette cité enfouie, perdue dans les méandres de l'histoire, se dressait là, sous ses pieds, telle une page oubliée de notre civilisation. En dévoilant les couches de terre, Mellart et son équipe mirent au jour les restes d'un monde ancien, un témoignage remarquable de la vie néolithique. Grâce à cette découverte, Mellart ne s'est pas seulement inscrit dans l'histoire comme un grand archéologue, il a offert à l'humanité un panorama sur ses propres origines. Çatalhöyük, grâce à lui, allait devenir un symbole de la quête éternelle de l'homme pour comprendre d'où il vient. La découverte de Çatalhöyük par James Mellart n'était que le début d'une saga archéologique hors du commun. Au fil des décennies, ce site a révélé ses secrets à travers plusieurs périodes de fouilles, chacune apportant son lot de révélations et de mystères. Après les premières fouilles menées par Mellart dans les années 1960, qui mirent en lumière des maisons richement décorées et des artefacts fascinants, le site sombra dans une période de silence. Ce n'est qu'en 1983, sous la direction de l'archéologue Jan Oder, que Çatalhöyük reprit vie. Cette nouvelle ère de fouilles apporta une approche plus méticuleuse et multidisciplinaire. Les découvertes s'enchaînèrent, dévoilant un complexe tableau de la vie néolithique. Parmi les trésors exhumés, on compte des peintures murales énigmatiques, des figurines, des outils en obsidienne et des bijoux. Ces artefacts ne sont pas de simples objets, ils sont les témoins silencieux d'une culture riche et sophistiquée. Grâce à l'outil précis du carbone 14, nous pouvons voyager à travers les âges de ce site emblématique. Ce tel fascinant nous conte une épopée de plus de 3 millénaires qui commence vers 7560 avant Jésus-Christ dans sa partie est
et se poursuit jusqu'à 4340 avant Jésus-Christ dans sa partie ouest. Un tel, un site archéologique en forme de monticule, ressemble à un gâteau géologique où chaque couche est un chapitre de l'histoire humaine superposé au fil des siècles. Chaque période de fouille a contribué à brosser un portrait plus complet de Çatalhöyük, nous rapprochant ainsi des mystères de cette cité perdue dans le temps. Architecture, urbanisme et mode de vie à Çatalhöyük. Plongeons maintenant au cœur de Çatalhöyük pour découvrir son architecture singulière, un reflet étonnant de sa société. Imaginez un enchevêtrement de maisons en briques d'argile, s'élevant côte à côte, sans la moindre rue pour les séparer. Un labyrinthe de demeures où les toits servaient de passage et les portes s'ouvraient sur les toits plutôt que sur des rues. L'absence de rue créait un paysage unique. Pour entrer dans ces maisons, il fallait utiliser le toit. Imaginez grimper chaque jour des échelles pour rejoindre votre foyer. Et quel foyer! Une pièce commune où la vie s'organisait autour du feu, avec des bancs, des plateformes pour dormir et même un four à pain voûté. Les sols, souvent peints, ajoutaient une touche artistique à ces espaces de vie. Ces maisons n'étaient pas simplement juxtaposées, elles partageaient les mêmes murs, symbolisant peut-être un fort sentiment de communauté. Mais, avec le temps, chaque demeure a commencé à affirmer son indépendance avec ses propres murs. Les maisons étaient de bâtis avec des briques de terre crue, un matériau naturel et brut. Ces briques, étonnamment grandes dans les premières phases, certaines mesurant jusqu'à 1,5 mètre de long, témoignent de l'ingéniosité des premiers constructeurs. Elles se sont réduites avec le temps, une évolution qui parle du progrès technique de cette société. Chaque maison, semblable en taille et en forme, témoigne d'une société égalitaire. Elles étaient spacieuses, habituellement dotées de pièces multiples, certaines avec un étage, d'autres ornées de peintures murales et de reliefs. Un foyer central, cœur de la maison, accueillait les activités quotidiennes. Et la vie dans ces maisons n'était pas statique. Les murs étaient régulièrement entretenus, parfois peints, témoignant d'une culture qui valorisait la beauté et le soin de l'habitat. Chaque maison avait une durée de vie d'environ 80 ans. Après cela, un processus méticuleux de démolition et de reconstruction commençait, souvent sur les mêmes fondations, créant des couches d'histoire superposées. L'absence de bâtiments communaux ou de structures religieuses distinctes est frappante. Çatalhöyük nous présente un modèle urbain sans hiérarchie, où chaque maison semblait remplir des fonctions aussi résidentielles, artisanales, que même spirituelles. Voyageons à présent au cœur du quotidien de Çatalhöyük. Chaque jour s'éveillait au rythme des tâches domestiques et artisanales, les habitants s'affairant autour du foyer, lieu de rencontre et de partage. L'obsidienne, pierre volcanique noire et tranchante, était au cœur de leur outillage. Importée de régions lointaines, elle témoigne des réseaux d'échange et de l'ingéniosité technique de cette civilisation. Couteaux, pointes de flèches, outils de coupe. L'obsidienne était façonnée avec une précision remarquable. La poterie, quant à elle, raconte une histoire d'évolution culturelle. Absente dans les premières strates, elle apparaît soudainement aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ, révélant des formes et des usages qui se diversifient avec le temps. Ces poteries, non décorées mais fonctionnelles, étaient essentielles dans la vie quotidienne pour la cuisson, le stockage et le transport. Les mystérieux sanctuaires de Çatalhöyük. Maintenant,
entrons dans le monde secret des sanctuaires de Çatalhöyük. Ces espaces sacrés, dissimulés au cœur des maisons, sont de véritables trésors artistiques. Imaginez des murs ornés de peintures et de reliefs captivants, où chaque couleur et chaque forme racontent une histoire ancienne. Dans le tel est de Çatalhöyük, un secret attendait d'être révélé. Sous la surface, des dizaines de structures se distinguaient par leurs ornements architecturaux et leurs fresques fascinantes. Longtemps considérées comme des sanctuaires mystiques, liées aux rituels et aux funérailles, elles cachaient en réalité une toute autre vérité. Les analyses minutieuses des sols ont dévoilé des micro-résidus qui racontent une histoire quotidienne, celle de la préparation des repas et des activités artisanales, semblables à celles des maisons avoisinantes. Ces sanctuaires, au-delà de leur apparence sacrée, étaient des témoins vibrants de la vie au quotidien à Çatalhöyük. Dans ce site néolithique, un art ancestral prend vie sur les murs, les bucranes. Ces décorations, représentant des têtes de bœuf ornées de cornes, étaient la signature artistique de cette civilisation. Incroyablement, plusieurs dizaines de ces œuvres ont été retrouvées, certaines façonnées à partir de vraies cornes d'aurochs, d'autres sculptées dans la terre. Sur ces murs, le passé sculpté raconte des histoires fascinantes, des reliefs de mamelons et, plus rarement, des figures entières de quadrupèdes aux pattes écartées, évoquant des femmes en train d'accoucher, selon l'interprétation de Jean-Daniel Forest, un archéologue et préhistorien français. Ces bucranes, souvent regroupés, créent une scène captivante, tandis que le motif des léopards s'affrontant, représentés face à face, se répète mystérieusement dans 4 bâtiments distincts. Plus étonnant encore, des mâchoires de sangliers et des becs de vautours, parfois même d'autres parties animales, se mêlent à ces reliefs, ajoutant une dimension encore plus riche à ce tableau de vie néolithique. Dans le fascinant labyrinthe de Çatalhöyük, les murs racontent des histoires captivantes. Des reliefs, rehaussés de peintures rougeoyantes et noires, dévoilent un univers géométrique vibrant, où croix et losanges dansent en harmonie, symbole des mystères féminins et masculins selon Forest. Des mains rouges, empreintes du temps, parsèment ces fresques, tandis que des scènes répétées révèlent des vautours planant autour de corps sans tête, des hommes barbus en pagne tachetés chassant des animaux majestueux, taureaux et cerfs, dans une danse de la vie et de la survie. Ces œuvres, uniques pour chaque maison, témoignent d'une culture riche et complexe, contrastant avec le tel ouest, où les murs, moins travaillés, gardent encore leurs secrets enfouis. Lors des fouilles de Çatalhöyük, un élément particulier a captivé l'attention des archéologues, les seaux tampons. Ces artefacts en terre cuite témoignent d'un art ancien. Leur diversité est remarquable, avec des formes et décors uniques, distincts de ceux du Proche-Orient. Parmi les 484 sceaux mis au jour, les motifs récurrents de mains et de zigzags se démarquent, faisant écho aux fresques murales du site. Leur fonction exacte reste enveloppée de mystère. On spécule qu'ils servaient à orner des textiles ou à imprimer des motifs sur la pâte à pain avant sa cuisson. Leur présence dans des tombes et leur conception suggèrent une valeur personnelle, peut-être comme symbole de propriété ou d'identité. Dans l'univers de Çatalhöyük, un véritable trésor artistique a été découvert. Des milliers de figurines, véritables témoins silencieux de la vie quotidienne et spirituelle. Réalisées principalement en terre cuite, mais également en pierre et même en matériaux provenant de grottes,
ces petites sculptures offrent un panorama fascinant de la faune et de la figure humaine de l'époque. Parmi ces représentations, on trouve des bovins, des sangliers, des ours et même des scènes dans lesquelles humains et animaux, notamment des félins, se côtoient. La plus célèbre, la Dame aux fauves, est une œuvre d'art remarquable, représentant une femme trônant entre deux léopards. Ces figurines, de qualité et de matériaux variés, suggèrent des multiples usages, bien au-delà des simples pratiques religieuses, racontant des histoires de la vie, de l'art et des croyances de cette ancienne civilisation. Économie et société néolithique. La société de Çatalhöyük se démarque par son aspect probablement égalitaire. Sans palais ni temple majestueux, sans preuve tangible de hiérarchie ou de classe sociale distincte, elle offre un modèle unique dans l'histoire des civilisations anciennes. Les maisons, toutes similaires en taille et en conception, reflètent cette absence de distinction marquée entre les habitants. Cette structure sociale, où chaque membre semblait avoir un rôle équivalent et où les richesses étaient apparemment partagées, suggère une organisation communautaire forte et harmonieuse, un témoignage rare d'une société ancienne qui défie les modèles traditionnels de hiérarchie et de pouvoir. Sur les terres fertiles de Çatalhöyük, une symphonie de couleurs et de saveurs se dessine à travers une agriculture riche et variée. Les champs, tels des chefs-d'œuvre naturels, offraient une abondance de blé, d'orge, d'engrain, la première céréale domestiquée par l'homme, et une mosaïque de légumineuses comme les fèves et les pois chiches. Des trésors sauvages, tels que pommes et pistaches, enrichissaient cette palette gustative. Des techniques innovantes de gestion de l'eau, peut-être pour cultiver du lin ou améliorer les rendements des céréales, témoignaient d'une grande maîtrise agricole. Les greniers, regorgeant de provisions, reflétaient une symbiose entre les récoltes domestiques et les dons de la nature. Les éleveurs de Çatalhöyük, habiles et prévoyants, domestiquaient moutons et chèvres. Bovins et porcs faisaient leur apparition plus tardivement, révélant une évolution constante dans les pratiques d'élevage. Des indices de croisement entre aurochs sauvages et vaches domestiques ouvraient la porte à des rituels ancestraux encore voilés de mystère. La chasse et la pêche, essentielles à cette société, étaient complétées par un art culinaire raffiné. Les festins, probablement animés par des mets d'animaux sauvages, étaient des moments de partage et de célébration. L'apiculture, dans ses premiers balbutiements, marquait déjà un lien profond entre l'homme et la nature. Les représentations de ruches et les traces de cire d'abeilles dans les poteries dévoilaient l'éveil d'une passion pour le miel. Et, parmi ces scènes de vie bucolique, les chiens, compagnons fidèles, s'immisçaient comme protecteurs et amis, contribuant à l'harmonie et à la prospérité de cette communauté unique. Dans le captivant monde de Çatalhöyük, la chasse n'était pas seulement une quête de subsistance, mais également une exploration artistique et matérielle. Les chasseurs, fins connaisseurs de la faune environnante, choisissaient avec soin leur gibier. Les sangliers, cerfs, ours et chats sauvages étaient convoités pour leur peau précieuse plutôt que pour leur chair, ne laissant derrière eux que têtes et pieds. Toutefois, les renards, loups et blaireaux étaient ramenés en entier au village, témoignant d'une utilisation plus complète. Parmi ces mystères de la chasse, le léopard se détache par son absence quasi totale. À l'exception d'une unique mâchoire, trouvée dans une tombe et transformée en pendentif, ce félin emblématique
semble avoir été tabou. Jan Oder, plongeant dans ces énigmes, émet l'hypothèse d'un respect particulier pour cet animal, presque vénéré au sein de la communauté. Les oiseaux, eux, étaient chéris non seulement pour leur chair, mais surtout pour leurs plumes. Un grand nombre d'os d'oiseaux aquatiques retrouvés sur le site, notamment des ailes, suggèrent une utilisation intensive de leurs plumes, probablement pour des ornements ou des rituels. Les coquilles d'œufs, collectées en abondance, présument une double utilisation, alimentaire et artistique, possiblement comme composant pour les peintures murales. Les plantes n'étaient pas en reste dans cette économie intégrée. Outre leur rôle alimentaire, elles servaient de matière première pour le chauffage et l'artisanat, révélant une compréhension approfondie et un respect de l'environnement naturel. Le bois et même les déjections animales séchées étaient habilement utilisés comme source de chaleur, démontrant l'ingéniosité de ces anciens habitants dans l'optimisation de toutes les ressources disponibles. Ainsi, à Çatalhöyük, chaque élément de la nature était intégré dans un cycle de vie où rien n'était gaspillé. Cette symbiose entre les humains, les animaux et la nature environnante peigne un tableau d'une société aussi complexe, respectueuse que profondément connectée à son écosystème. Pratiques funéraires et croyances. Sur le site de Çatalhöyük, plus de 400 sépultures ont été découvertes, composant une mosaïque de la vie et de la mort qui s'étend sous les demeures du Tel Est. Chaque maison possédait un sanctuaire de souvenirs et abritait les restes de ses anciens habitants, allant de quelques individus à plusieurs générations. On observe une pratique étonnante. Les sépultures étaient intégrées sous les planchers des maisons, créant un lien sacré et permanent entre les vivants et leurs ancêtres. Les enfants, souvent les plus jeunes, étaient délicatement déposés dans les foyers ou les fours désaffectés, tandis que les adultes trouvaient leur dernière demeure sous les banquettes, en harmonie avec l'espace qu'ils avaient autrefois occupé. Les rituels autour de ces sépultures étaient empreints de respect. Des crânes et parfois d'autres parties corporelles étaient récupérés après l'inhumation, conservés dans des dépôts de fondation ou d'abandon, ces derniers étant réalisés avant la construction ou la destruction d'une maison. Ces dépôts, rassemblant divers objets, témoignaient de la valeur accordée aux défunts et de la continuité des liens au-delà de la mort. Dans certains cas, des pratiques plus rares se dévoilent, comme la sépulture d'une femme tenant un crâne surmodelé, ou des dents prélevées sur un défunt et placées dans les mâchoires d'un autre. Ces rituels, évoquant des coutumes plus courantes dans le Levant, suggéraient une croyance profonde en la persistance spirituelle et un respect pour le cycle de la vie et de la mort. D'après les figures gravées sur les murs, certains chercheurs, comme Marin Piloud et son équipe, s'interrogent si certains corps n'étaient pas offerts aux vautours pour être décharnés. Ce seraient des rituels précurseurs des pratiques zoroastriens. Mais cette interrogation, bien qu'intrigante, reste enveloppée de mystère, car les preuves sont aussi évasives que le vent. Toutefois, Alain Testart, un anthropologue français, propose une interprétation différente. Ces peintures représenteraient des ennemis vaincus, livrés aux rapaces. L'hôtel ouest de Çatalhöyük se démarque par l'absence totale de sépulture. Cette curiosité suggère que les habitants enterraient leurs morts dans un cimetière externe, conformément aux coutumes émergeant à la fin du 7e millénaire avant Jésus-Christ.
Intrigantes sont les découvertes d'os partiellement peints, exhumés et réinhumés, reflétant des rituels complexes et une relation profonde avec les défunts. L'ocre rouge est utilisé indistinctement pour les adultes et les enfants. La présence de cinabre et de bleu vert, associés respectivement aux hommes et aux femmes, enrichit ce tableau rituel. Étonnamment, le nombre de sépultures dans une maison semble lié au nombre de couches de peinture, laissant entrevoir un lien étroit entre les rites funéraires et la décoration domestique. Enfin, certains individus restaient au sein de la communauté après leur mort, leurs ossements étant conservés et déplacés avant une nouvelle inhumation, souvent accompagnés de fresques murales. La sélection de ces individus reste une énigme pour les chercheurs, ajoutant encore une couche de mystère à la compréhension de cette civilisation ancienne. Les pratiques religieuses à Çatalhöyük suscitent de vifs débats parmi les chercheurs. Contrairement à l'idée répandue d'un culte dédié à une déesse mère, cette théorie paraît aujourd'hui peu plausible. Jan Oder, scrutant les indices du site, souligne la rareté des représentations féminines et l'absence de mise en valeur spécifique de celles-ci. Cette observation remet en question les interprétations antérieures et invite à une reconsidération plus nuancée des croyances et rituels de cette communauté ancienne. Cette société, née à l'aube du néolithique, était une société hantée par les morts et rites sacrificiels très violents. Parce que jugées cause de désordre, les victimes de ces rituels devenaient des restaurateurs de l'ordre et des talismans précieusement gardés au sein de la société, pour la préserver des violences qu'elle-même infligeait aux victimes choisies comme exutoires. La sédentarisation n'a donc pas réussi qu'après ce processus, grâce auquel les premières sociétés humaines ont appris à maîtriser leur violence atavique et qui sont passées du lynchage des individus au sacrifice rituel. C'est exactement en ce moment, quand les dieux naissaient, que les premières sociétés agraires se formaient. Les rituels mis en place sont devenus des fêtes organisées dans les moments les plus tendus de la société. Ainsi, le sacrifice rituel rétablissait l'harmonie sociale. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage aux aubes de l'histoire de notre société et à bientôt, chers amis, pour d'autres incursions extraordinaires dans notre passé lointain. Jusqu'au prochain rendez-vous, prenez soin de vous et restez curieux. Bye bye.